Être en situation de précarité énergétique, ça veut dire être en difficulté ou en incapacité de répondre à des besoins vitaux qui sont liés à de la consommation d'énergie. Se chauffer, s'éclairer, cuisiner, mais aussi se connecter, s'informer. Donc pour une série de ménages, l'énergie est devenue inabordable. Et donc ça veut dire qu'elles vont être amenées à faire un choix, soit s'endetter, soit se priver et donc ne pas consommer et ne pas répondre à leurs besoins. Ça, c'est vraiment les deux formes de précarité énergétique qu'on constate sur le terrain de manière assez régulière. Alors il y a trois déterminants fondamentaux à cette précarité énergétique. Le niveau de revenu. Moins on a de moyens, plus c'est évidemment difficile d'honorer ses factures. La qualité du logement. Quand on vit dans une passoire énergétique, on a besoin de plus d'énergie pour pouvoir se chauffer notamment. Et puis les prix de l'énergie. Et là, on voit évidemment que la crise actuelle que nous sommes en train de vivre, l'explosion des tarifs a et va avoir des conséquences très négatives en matière de précarité énergétique au sein de la population. Alors le baromètre de la précarité énergétique de la Fondation Roi-Baudouin estimait en 2019 que près de 30% des ménages wallons et bruxellois étaient concernés par une forme ou l'autre de précarité énergétique. Et donc ça, c'était avant la crise du Covid, avant les inondations de juillet 2021, mais aussi avant l'explosion des tarifs. Peut-être un élément aussi qui joue dans cette précarité énergétique, c'est les lourdeurs administratives et les complexités du système. Et puis les pratiques aussi parfois abusives de certains fournisseurs. Je pense par exemple au démarchage abusif, un ménage qui aujourd'hui va être démarché et à qui on va proposer de payer 20 € par mois parce que c'est intéressant sur le moment, et puis qui va avoir une facture de régularisation très élevée, il va potentiellement être poussé vers la précarité énergétique. Un ménage à qui on refuse un plan de paiement raisonnable, c'est aussi un ménage qui va vivre des grandes difficultés. Donc je travaille depuis plus de 10 ans maintenant au ROID, le Réseau Wallon pour l'accès durable à l'énergie. Et le ROID est une coalition d'organisations syndicales, sociales, environnementales, de lutte contre la pauvreté, de promotion du logement et d'éducation permanente qui sont réunies ensemble pour plaider pour un droit d'accès à l'énergie pour tous, en se fondant sur l'article 23 de la Constitution belge qui garantit à tous les citoyens un droit à la vie digne et au logement décent. Alors le ROID a été créé en 2004, donc il y a 18 ans, juste avant la libéralisation des marchés qui a été réalisée en 2007. Et les membres de la coalition avaient des craintes par rapport aux droits des consommateurs, par rapport aux conséquences de cette libéralisation. On voit que ces craintes ont été confirmées et c'est vraiment un fil conducteur de notre travail de réfléchir à l'organisation du secteur de l'énergie. Qui prend des décisions ? Qui contrôle, qui paye, pour qui ce marché ou ce secteur est-il organisé. Un autre fil conducteur important, c'est celui de ne pas se limiter à défendre un droit d'accès à l'énergie, mais de l'inscrire dans une perspective de transition, de lutte contre les changements climatiques, de respect des limites de la planète, et donc d'essayer de construire des solutions qui croisent les enjeux sociaux et environnementaux, la rénovation des logements étant certainement le meilleur exemple en la matière. Alors le ROID représente les citoyens dans une série de discussions sur la législation énergétique. On essaye vraiment de faire du lien entre les citoyens et les pouvoirs publics et de contribuer à une série de discussions dans l'espace public pour faire en sorte que nos enjeux, que les enjeux qui nous animent soient le plus pris en compte possible in fine dans les décisions politiques. On a aussi créé Énergie Info Wallonie, qui est un service d'appui aux consommateurs et aux travailleurs sociaux qui ont des difficultés pour s'y retrouver dans le marché de l'énergie. Donc on organise des formations, on organise des permanences, on a créé des outils pédagogiques, tout ça pour essayer de permettre aux consommateurs de mieux défendre leurs droits. Et le soutien sur le terrain permet vraiment de connaître en profondeur les réalités des ménages, de détecter aussi des dysfonctionnements, voire des abus, des non-respects de la législation, de pouvoir les dénoncer et de pouvoir essayer de défendre des solutions structurelles pour l'ensemble des consommateurs. Un élément très important pour nous à faire entendre, c'est vraiment que l'énergie, ce n'est jamais que de l'énergie. Et donc quand on est en difficulté par rapport à ses besoins en matière d'énergie, ça a des conséquences sur tout l'impact, tout le quotidien, sur les relations familiales qui peuvent être plus tendues, sur la capacité à se projeter dans un projet de vie, qu'il soit privé, professionnel ou citoyen. Nous, on a vraiment le sentiment qu'on prive
les citoyens d'une forme de citoyenneté. Et les personnes l'expliquent bien, elles disent en fait quand on a froid, on se recroqueville, donc il y a vraiment une forme de repli sur soi et une difficulté à se projeter dans le collectif et dans la société en général. Donc beaucoup de sentiments de honte aussi, parce qu'on renvoie quand même, enfin la société, une partie de la société renvoie aux personnes qu'elles sont responsables de la situation dans laquelle elles sont, alors qu'évidemment pour nous ce n'est pas le cas. Et alors peut-être un autre aspect, c'est celui aussi d'une certaine colère et d'une certaine frustration, parce que même nous, hein, en tant qu'intermédiaires sociaux, on a parfois beaucoup de difficultés à faire valoir des droits qui sont pourtant inscrits dans la législation. Et donc le rapport à l'énergie, il s'inscrit dans une relation déséquilibrée entre une personne, un citoyen, parfois en difficulté, et un fournisseur qui, lui, a davantage de pouvoir et qui est quand même là pour amasser de l'argent. Et donc ça, les personnes le sentent et il y a une certaine violence dans l'organisation du marché. Et peut-être aussi quand même un sentiment d'abandon. On entend souvent les personnes avoir la sensation que personne ne va rien pouvoir faire pour elles et qu'elles doivent se débrouiller. Et donc on rencontre beaucoup de gens qui sont vraiment dans la débrouille et qui mettent parfois en place des solutions tout à fait impressionnantes pour, avec les moyens du bord, faire au mieux. Par exemple, des personnes qui ont été coupées et qui s'organisent entre elles au sein d'un immeuble pour tirer une rallonge, pour permettre aux voisins de continuer quand même à consommer un petit peu, recharger son GSM parce qu'il y a eu une coupure et qu'on essaye. Et donc une forme de solidarité un peu chaude comme ça, on a quelques exemples comme ça, ou de rénovation du logement tout à fait particulière, mais qui font au mieux avec les moyens, quoi. On a vu une vraie mise à l'agenda de la problématique de la précarité énergétique, notamment au niveau européen. Il y a quelques années encore, on pouvait entendre des discours qui disaient finalement le problème de la précarité énergétique, c'est un problème de pauvreté. Et c'est vrai que c'est en partie lié, évidemment, et que quand on augmente les minima sociaux ou quand on lutte contre le statut de cohabitant, on apporte des réponses aux ménages qui sont en difficulté. Néanmoins, depuis quelques années, il y a vraiment beaucoup d'études, notamment universitaires, qui montrent un peu la spécificité de la problématique énergétique et le fait que l'énergie peut vraiment être une porte d'entrée vers la précarité pour les ménages. Et le baromètre de la Fondation Roy-Baudouin montre d'ailleurs que parmi les ménages en situation de précarité énergétique, la moitié des ménages est aussi en situation de pauvreté, mais l'autre moitié ne l'est pas. Et donc ça montre qu'évidemment, il faut lutter contre la pauvreté et la précarité en général, mais on a aussi besoin de solutions au sein du secteur de l'énergie. Donc ça, c'est un élément très, très positif. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est que les pouvoirs publics ont encore du mal à consentir à une intervention dans un marché qui a été dérégulé. Et donc il y a un peu cette idée de la liberté du fournisseur, la liberté supposée du consommateur, et les pouvoirs publics ne devraient pas trop s'en mêler. Et ça, pour nous, évidemment, c'est un gros obstacle. En matière de reconnaissance d'un droit à l'énergie, par contre, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Il y a des textes internationaux qui évoquent cette question, mais voilà, en Belgique, typiquement, il n'y a pas de reconnaissance d'un droit à l'énergie en tant que tel. Et ça amène des situations assez particulières avec des disparités, par exemple, entre régions. Pour nous, reconnaître un droit à l'énergie, c'est avant tout, par exemple, interdire les coupures. À Bruxelles, vous ne pouvez pas être coupé, si vous n'avez pas les moyens de payer votre facture, sans passage devant le juge de paix. Le juge de paix, c'est un acteur fort, indépendant, qui va, à un moment donné, objectiver la situation, vérifier que la dette est bien due, vérifier que le fournisseur a respecté ses obligations et éventuellement investir aussi le champ des alternatives, voir si on peut négocier un plan de paiement raisonnable, ce genre de choses. Et donc, il y a très peu de coupures à Bruxelles. En Wallonie, par contre, si vous n'avez pas les moyens de payer votre facture, on va vous imposer ce qu'on appelle un compteur à budget, qui est une forme de prépaiement. Ça veut dire que quand vous avez un compteur à budget, vous ne pouvez rien consommer que vous n'avez pas prépayé à l'avance. Et donc, si vous n'avez pas les moyens de prépayer, vous êtes coupé. Donc, il y a vraiment une forme de généralisation du principe de la coupure dès le moment où on estime que vous n'avez pas les moyens de payer votre facture. Et en plus, si vous refusez ce compteur à budget, alors là, vous êtes coupé de manière définitive.
sur base d'une décision unilatérale du fournisseur, que vous soyez client protégé, puisqu'il y a certains clients qui ont droit à des protections, mais dans ce cadre-là, ça ne fonctionne pas, qu'on soit en hiver ou en été, que votre dette soit éventuellement estimée ou pas. Donc il y a pour nous un beaucoup trop grand pouvoir d'appréciation qui est laissé aux acteurs du marché et un droit à l'énergie qui n'est absolument pas respecté. Donc il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Première mesure d'urgence, c'est vraiment interdire les coupures pour difficulté de paiement. Au XXIe siècle, pour nous, c'est vraiment quelque chose de dépassé, de contraire au droit à l'énergie et d'extrêmement violent pour les personnes qui l'expérimentent. Ensuite, on voudrait voir se mettre en place une forme de tranche vitale d'énergie gratuite ou à très bas prix. Et donc de vraiment réinscrire l'énergie dans une logique de service public et permettre à tout le monde de répondre à ses besoins de base grâce à cette tranche vitale d'énergie, quitte à, en parallèle, de réfléchir aussi à une forme de plafond, à une forme de limite, sachant qu'aujourd'hui, on a les ressources que l'on a, elles sont limitées, on doit les préserver et donc démocratiquement, on pourrait très bien décider aussi que certains usages ne peuvent plus perdurer. La rénovation des logements, évidemment, et donc permettre aux ménages qui n'ont pas les moyens de rénover aussi leur logement. Nous pensons qu'il faut avancer vers davantage d'obligations en la matière pour stimuler le rythme des rénovations qui peinent encore à s'activer. Et un point important par rapport à la rénovation, c'est aussi la question de l'accompagnement. Les ménages ont besoin d'être accompagnés par des services indépendants, gratuits et de qualité, parce que ce sont des démarches qui restent compliquées. Dernier aspect certainement, celui de l'organisation du secteur. Pour nous, l'énergie est un bien trop stratégique pour notre devenir personnel à chacun et pour notre avenir collectif que pour le laisser aux mains d'un marché dont l'objectif principal reste le profit et les dividendes des actionnaires. Et donc, on a vraiment besoin urgemment qu'à la fois les pouvoirs publics, mais aussi les citoyens reprennent la main sur cette question. Nous, on est vraiment pour une sortie de la libéralisation, pour la création, par exemple, d'un fournisseur public-citoyen qui pourrait s'inscrire dans une logique de coopérative et qui sorte de cette logique de profit à tout prix, mais qui répondent vraiment à des exigences sociales et environnementales très fortes. Oui, tout à fait. Donc nous, on est vraiment régulièrement amenés à constater de nombreuses pratiques abusives, voire illégales, qui ont évidemment un impact très important sur la réalité des ménages et qui peut parfois vraiment conduire à des situations de précarisation de ceux qui expérimentent ces pratiques. Par exemple, le démarchage abusif, un démarcheur qui vient et qui vous propose un acompte très bas en vous faisant croire que vous n'allez pas devoir repayer fin d'année et puis finalement il y a une facture de régularisation très élevée qui arrive, mais ça c'est évidemment quelque chose qu'on rencontre très régulièrement. On a aussi des difficultés parfois à obtenir des plans de paiement qui sont pourtant tout à fait raisonnables et qui permettraient aux ménages de résorber leurs dettes tout en continuant à répondre le mieux possible à leurs besoins. Ça arrive très régulièrement.